Bonjour, bonjour à tous. Nous allons démarrer cette table ronde. Alors sans son, j'espère que tout le monde nous entend correctement. Donc je suis Julien Joly, consultant transport au sein du cabinet Wavestone. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui, vous le savez, se sont terminés il y a quelques jours. Une édition record, plus de 12,1 millions. Alors on me dit qu'il n'y a pas de micro pour certaines personnes. Vous pouvez les récupérer à l'entrée. C'est les petits cordons bleus juste là-bas. Allez, et je vais poursuivre le temps que les derniers participants s'installent. Donc une édition record, comme je disais, 12,1 millions de billets vendus. Un formidable succès, bien sûr, sportif, un succès populaire et également un succès en termes d'organisation. Et je vous propose aujourd'hui de faire un point sur le bilan et l'héritage de ces Jeux Olympiques avec des acteurs qui ont été appliqués, on peut le dire, au premier plan pendant cette compétition, à la fois des acteurs du tourisme et du transport. Et j'ai la chance d'accueillir 5 intervenants aujourd'hui pour en discuter. Donc Corinne Ménégo, vous êtes directrice générale de Paris Je t'aime, l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Bienvenue. À vos côtés, Delphine Comollet, vous êtes chef de projet Transilien Paris 2024 chez SNCF. Également Florence Estra, vous êtes directrice Paris 2024 chez Air France. Francis Bussière, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat CMA Île-de-France. Et puis enfin Jimmy Brun, vous êtes porte-parole et directeur de la communication de la RATP. Je vous propose sans attendre d'ouvrir cette table ronde avec un premier chapitre sur le bilan des Jeux Olympiques. Et je vous propose de démarrer le bilan avec vous, Corinne. Paris a accueilli, on peut le dire, cet été le monde. Quel bilan touristique tirez-vous de cette période de Jeux Olympiques ? Ouais, déjà un bilan extrêmement positif parce que je pense que l'image qui a été véhiculée pendant tous ces Jeux olympiques et paralympiques a été exceptionnelle. Donc des images de Paris absolument incomparables qui vont nous permettre de continuer à travailler sur l'attractivité de la destination. Après un bilan touristique, à peu près ce qu'on avait attendu, c'est-à-dire un peu plus d'11 millions de visiteurs pendant les Jeux, 85% français nationaux, 15% d'étrangers, avec essentiellement les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre qui sont les plus représentés, mais quelques pays un peu plus lointains qui ont vécu des fortes hausses comme le Brésil par exemple, ou la Chine d'ailleurs et le Japon qui sont venus en force supporter leurs équipes. En revanche, effectivement, des visiteurs aussi très nationaux et très excursionnistes. Donc des gens qui ont à la fois dormi à Paris, donc des touristes comme on dit en légère augmentation, mais surtout des excursionnistes effectivement très présents et peut-être un peu moins de franciliens que prévu dans Paris même, parce que très happé par tous les sites de célébration autour de Paris. Et justement, quels ont été peut-être les sites culturels, les sites ou les activités qui ont été les plus plébiscités par les voyageurs, au-delà des compétitions bien sûr ? Des comportements qui sont probablement pas ceux d'un touriste classique, puisque effectivement moins de consommation de sites culturels, hein, l'ensemble effectivement de la fréquentation culturelle est plutôt en deçà d'un été normal avec des moins 20, moins 25% de fréquentation de nos monuments. En revanche, des territoires qui ont largement tiré leur épingle du jeu, avec des taux d'occupation hôteliers assez forts, près de 80% dans Paris, 85%, et des augmentations de taux hôteliers, même sur le 93, le 94, le 92, entre 5 et 10 points à chaque fois, et des zones qu'on n'a pas l'habitude de voir fréquenter, comme Villepinte, Le Bourget, et même Saint-Denis, ou encore le 19e avec la Villette, qui a fortement tiré son épingle du jeu, avec des hausses incomparables avec le Parc des Nations et le fameux Club France. Bien sûr, on a vu l'ambiance après chaque compétition au Club France. Alors Francis, vous avez travaillé avec Paris Je t'aime pour la préparation de ces Jeux, pour promouvoir l'artisanat local francilien dans 3 secteurs, donc les métiers de bouche, la fabrication, les services. Est-ce que la fréquentation et la consommation attendue ont été au rendez-vous pour nos artisans franciliens ? Alors moi, je porterai un bilan un peu mitigé. C'est-à-dire que oui, en termes d'image extraordinaire, puisque on l'a bien vu même par rapport à nos manifestations que nous avons organisées sur la terrasse des Jeux à la mairie de Paris, et où en accompagnant les journalistes lors de press tours, nous avions effectivement un engouement par rapport à l'artisanat parisien et l'artisanat francilien. Un bilan un peu mitigé, pourquoi ? Parce que
les chiffres d'affaires n'ont pas forcément été au rendez-vous, tout bêtement. Comme le disait Corinne, il n'y a pas eu de dispersion des touristes ou en tout cas des spectateurs qui sont venus voir les Jeux Olympiques à travers des rues. Donc ils sont restés relativement concentrés autour des sites olympiques. Et bien sûr, autour des sites olympiques, il y a eu vraiment ponctuellement des augmentations de chiffres. Voilà. Paraît-il que, on verra si c'est bien confirmé, mais que la Banque de France anticipe un plus 0,4% d'augmentation du PIB, enfin en tout cas des chiffres, suite aux Jeux Olympiques. Donc nous allons voir si ça se traduit dans la réalité. Nous, on a prévu de faire un large sondage auprès de nos artisans sur l'Île-de-France voilà, dans les jours qui viennent. Et j'ai entendu dire que vous avez organisé des parcours, c'est ça, pour les délégations, pour promouvoir le savoir-faire français. Vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, alors là, on les a emmenés dans des parcours gourmands. Donc, ils ont tous adoré. Les Pierre Hermé et consorts, des charcutiers d'exception. Enfin, voilà. Et donc, déjà, les parcours gourmands ont fait un sans faute. En plus, on leur a montré in situ, donc au centre où il y a les journalistes, donc c'était au Carreau du Temple, pardon. On a organisé effectivement des présentations d'artisans dans l'alimentaire, mais pas uniquement, puisque on a aussi montré ce qu'était aussi l'artisanat, par exemple un cordonnier. Donc on a pu voir sur la mairie, sur la terrasse des Jeux, donc le parvis de l'hôtel de ville, un cordonnier en action. Et alors là, ça a révolutionné les images que pouvaient avoir les spectateurs de la cordonnerie classique. Voilà. Mais entre autres, il y a eu aussi une présentation par un meilleur ouvrier de France qui est boucher, et donc sur la terrasse des Jeux, un tartare à la fois de veau et de bœuf. Voilà, par exemple. Bon, Francis Bussière nous a mis l'eau à la bouche. Et j'ai pas parlé de la tour Eiffel en chocolat, mais quand même extraordinaire. On a monté une tour Eiffel en chocolat qui faisait 1,50 m presque de haut, donc qui avait été préparé en atelier avec de l'impression numérique en chocolat. Donc c'est pour vous montrer l'innovation qui est au cœur de l'artisanat. Merci Francis. Alors pour emmener tous ces touristes et spectateurs sur les sites culturels franciliens, il faut aussi les transporter. Florence Sestra, pour de nombreux spectateurs, les aéroports parisiens ont été en quelque sorte la porte d'entrée sur ces Jeux Olympiques. De nombreux spectateurs et athlètes ont également voyagé avec Air France. On le sait, pour les compagnies aériennes, l'été est une période chargée. Quels ont été les principaux défis opérationnels pour Air France ? Alors, en effet, Air France, partenaire des Jeux, a également été la première compagnie qui a transporté les accrédités, les fans du monde entier évidemment, mais également les accrédités. Nous avons transporté par exemple 17 000 athlètes, donc un quart à un tiers des athlètes. Donc effectivement, le défi, comme vous l'avez dit, c'est que ces Jeux avaient lieu pendant notre pic d'activité estivale, avec une typologie de clients, les accrédités, athlètes ou médias, qui sont un peu atypiques, on va dire, pour nos opérations, puisqu'ils arrivent à peu près en même temps, repartent vraiment tous en même temps à l'issue des cérémonies de clôture, et voyagent avec 4 bagages en moyenne, donc c'est 4 fois plus de bagages qu'un client traditionnel, je dirais, dont de nombreux bagages hors format. Donc on s'est préparé à ce challenge opérationnel pendant longtemps, 12 à 18 mois de travail en fonction des équipes opérationnelles. On a travaillé en étroite collaboration avec Aéroports de Paris et Paris 2024 pour préparer tout ça. On a recruté 1000 personnes cet été pour accueillir nos clients. Et puis, on a mis en place des parcours clients spécifiques, notamment au moment du départ des athlètes, puisqu'on a recréé un mini aéroport au village olympique
pour enregistrer les athlètes des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques dans les 3 jours autour des cérémonies de clôture, au moment des pics d'activité, ce qui nous a permis de leur offrir un service où ils peuvent s'enregistrer, enregistrer leurs bagages, enregistrer leurs équipements sportifs et ensuite avoir un parcours dédié pour accéder aux aéroports. Les athlètes olympiques sont passés par une salle spécifique, une salle d'embarquement spécifique. Donc ça nous a permis de recréer ce parcours pour faciliter leur transport et puis éviter, je dirais, d'engorger les aéroports. Voilà, donc un grand travail de préparation avec de nombreux ambassadeurs en interne, donc vraiment les points d'entrée dans les différents métiers, notamment les métiers opérationnels. Donc on s'est organisé en réseau, on va dire, et on s'est appuyé sur 75 personnes qui représentaient les différents métiers d'Air France. Voilà. Et les Jeux, c'est une formidable aussi opportunité de rayonnement. On en parlait dans le secteur du tourisme. Et pour une marque comme Air France également, j'imagine, quels sont les dispositifs que vous avez mis en avant, en œuvre, pour promouvoir votre marque pendant cette période olympique? Alors, en effet, j'ai parlé de la partie opérationnelle. Donc là-dessus, ça a été un vrai succès et c'était notre principal défi. L'autre défi, effectivement, c'était d'émerger en tant que marque dans un contexte où il y a beaucoup de partenaires de Paris 2024, où on a également un partenariat qui était au niveau du COJO, donc surtout au niveau de la France, pas du CIO. Donc on a notre marque a pu rayonner aussi, donc ça c'est le deuxième élément de satisfaction. Donc on a eu une très belle campagne que vous avez peut-être vue avec qu'on appelle face painting, donc avec le visage d'une fan avec un drapeau tricolore sur le visage, en référence aux spectateurs et aux fans qui viennent soutenir les athlètes. Et puis on a également été présent au Palais de Tokyo pendant les Jeux olympiques, un espace pour faire découvrir l'univers Air France. On a accueilli 11 000 visiteurs pendant les Jeux olympiques, essentiellement des gens qui ne connaissaient pas forcément la marque et son univers. Et puis on a créé un restaurant éphémère au Palais de Tokyo où on a servi les menus que l'on trouve en business class, qui sont signés par des grands chefs comme Arnaud Lallemand ou Nina Métayer, meilleure pâtissière du monde, pour les desserts. Et donc là aussi, on a servi plus de 1000 couverts. Et pendant les Jeux paralympiques, nous étions présents chez Spot 24 en partenariat avec Paris Je t'aime, où on a également pu présenter notre nouvelle cabine business d'une part, et puis d'autre part organiser plusieurs conférences pour parler de l'engagement d'Air France autour des personnes en situation de handicap et de la diversité et de l'inclusion d'une façon générale. Et on le voit, vous l'illustrez dans votre réponse, une forte collaboration aussi entre tous les organismes, Paris Je t'aime notamment, les acteurs du tourisme et du transport. Jimmy Brun, une fois à l'aéroport, il a fallu transporter tous ces spectateurs sur les sites de compétition. Les organisateurs promettaient d'ailleurs de transporter l'ensemble des spectateurs en transport en commun. Et la RATP, on le sait, s'est préparée de longue date depuis de nombreuses années pour être au rendez-vous de cet événement. Quels sont les dispositifs emblématiques que vous avez mis en place pour absorber l'afflux de voyageurs et ont-ils été efficaces? Alors, oui, ils ont été efficaces. Globalement, je pense que tout le monde a pu le voir, c'est un succès côté transport public. Et c'était pas anodin comme défi, puisqu'on a transporté au plein milieu d'un été, là où d'habitude les agents sont en vacances, les Parisiens ne sont pas là, plus de 20% de personnes en plus par rapport à un été normal. Alors, c'est toujours moins que ce qu'on transporte, par exemple, aujourd'hui, dans une journée d'hiver, où l'hiver commence et il commence à faire froid. Mais le défi, c'était que c'était au milieu de l'été. Et puis aussi, c'est que les lignes et les stations desservant les sites olympiques n'étaient pas forcément à la base calibrées pour ça. Si on prend, par exemple, toute la zone ouest avec le Parc des Princes et Roland-Garros, desservi par les lignes 9 et 10, c'est pas du tout les lignes les plus capacitaires du réseau, c'est pas non plus les plus modernes. C'est des vieux métros, des petites stations. Et donc là, il a fallu franchement renforcer les dispositifs pour être capable de le faire. Ça a marché, je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vécu. Non seulement ça a marché, on a bien transporté les personnes, mais en plus,
il y a eu une sacrée ambiance, y compris sur nos réseaux. Et je pense que les gens étaient contents d'être là et une présence d'agents qui a été fortement appréciée. Alors effectivement, ça, c'est pas dû au hasard, c'est 2 ans de préparation côté RATP. D'abord pour renforcer les lignes. Par exemple, sur la ligne 9, on l'a renforcé de plus de 50% sa capacité. Ça, il n'y a pas de secret. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait plus de mainteneurs pour que les trains soient disponibles. Donc on a recruté des mainteneurs à l'avance, en surnombre, et on a lancé des plans de maintenance de nos trains avant les Jeux pour que tout soit prêt pendant les Jeux. Il faut aussi plus de conducteurs. On a fait 2 années records en termes de recrutement en 2023, en 2024. 2 années d'affilée, on a recruté 2 fois plus que d'habitude. On a notamment recruté 500 conducteurs de métro en 2 ans. Ça nous a amené à un surnombre de conducteurs de métro de 250 conducteurs supplémentaires qui étaient là pendant les Jeux, qui vont rester d'ailleurs. On parlera de l'héritage tout à l'heure. Et ça nous a permis de significativement renforcer nos lignes. Donc, premièrement, la préparation. Voilà. Deuxièmement, la mobilisation. Ce qui a été clé aussi, c'est que pendant les Jeux, il n'y a pas un agent de la RATP qui manquait. Pas un. Tous les conducteurs étaient là, tous les mainteneurs étaient là, tous les agents de station étaient là. Et alors que beaucoup nous prédisaient le chaos dans les transports, et aussi alors que beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais commentaient beaucoup notre accord sur les primes JO, donc un accord social avec nos organisations syndicales au printemps 24, en nous soupçonnant de mal dépenser l'argent public, force est de constater que ça a porté ses fruits. Tout le monde était là. Tout le monde était hyper mobilisé, hyper heureux d'être là, et on a transporté tout le monde. Donc, la mobilisation pendant les Jeux. Et puis, l'adaptabilité. En fait, on ne l'a pas vu, et c'était le but, personne ne devait le voir, mais on s'est sans cesse adapté aux événements qui arrivaient en termes d'exploitation. Une cérémonie de clôture dont on nous annonce la veille qu'elle finira finalement 1 heure plus tard. Quand c'est 1 heure plus tard, sur la ligne 14, une ligne automatique ou la ligne 1 ou la ligne 4, c'est facile 1 heure plus tard. On injecte des trains pendant 1 heure de plus, il n'y a pas de problème. Mais sur toutes les autres lignes, c'est des conducteurs, c'est des gens qui avaient prévu de rentrer chez eux, qui avaient prévu de finir leur service à minuit et demi, et dont on leur dit en fait ce sera jusqu'à 1h30. C'est une réorganisation de roulement. Et ça, c'est une adaptation, c'est une machinerie assez massive à mettre en œuvre, rien que pour 1 heure de plus. Les épreuves qui finissaient plus tard, ou les spectateurs qui partaient plus tôt parce qu'il pleuvait par exemple à la Concorde et qui commençaient à quitter le parc un peu plus tôt alors qu'on n'avait pas commencé à renforcer notre service. Et tout à coup, branle-bas de combat, il faut renforcer tout de suite et injecter des trains sur la ligne. Cette adaptabilité-là, elle a été majeure. Le transport des athlètes aussi. On nous a demandé le 24 juillet, c'est-à-dire les épreuves avaient déjà commencé, mais 2 jours avant la cérémonie d'ouverture, de transporter 2000 athlètes, les nageurs, les athlètes d'athlétisme, etc., alors que ça n'était pas prévu. Voilà. Et en 48 heures, on a mobilisé des milliers de bus, 200 conducteurs pour transporter ces athlètes tous les jours. Ça, c'est permis par le fait que la RATP elle a une profondeur de banc. On est une grosse boîte, on est une vieille boîte, on est sur notre monopole historique, on a une profondeur de banc, on est capable de mobiliser des dispositifs comme ça sans se soucier de combien ça va nous coûter, est-ce que ça va nous rapporter de l'argent. Non. On doit transporter 1000 athlètes au pied levé parce qu'en fait on ne sait pas comment faire, on le fait. Et adaptabilité aussi, dans la présence, je crois que ce qui a été beaucoup apprécié pendant les Jeux, c'est la présence humaine en station. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a pris fin parce qu'en fait, on a fait appel à des prestataires, on a doublé la présence des agents en station, les fameux gilets violets, ceux qui étaient aux épreuves l'ont probablement vu. Il y avait des prestataires, mais il y avait aussi nos agents à nous. Il y avait les agents habituels de station RATP, mais il y avait aussi un dispositif qu'on a monté, qu'on appelle des helpers, c'est-à-dire tous les gens de la RATP, par exemple comme moi, qui travaillent derrière un bureau, là, pendant les Jeux, ils quittaient leur travail, ils mettaient un gilet violet et ils allaient en station pendant des vacations d'une demi-journée, plusieurs fois par semaine, pour prêter main forte. Ça aussi, c'est quelque chose dont on est super fiers à la RATP, ce goût du service public qui fait que des gens dont c'est pas le métier et qui n'étaient pas forcément rémunérés pour ça, pas beaucoup en tout cas, sont allés sur le terrain, aider leurs collègues et faire en sorte que ça se passe bien. Voilà les 3 ingrédients qui ont fait que ça s'est bien passé: préparation, mobilisation pendant et adaptation. Si je peux me permettre, parce qu'on a parlé de marque, un petit mot sur la marque. Oui. Rapidement. Très rapidement, je veux le rappeler, on a évidemment valorisé notre marque sur le réseau pendant tous les Jeux, mais on est super fiers, et je veux le rappeler devant vous, on a mis Zinedine Zidane dans un métro lors de la cérémonie d'ouverture devant 1 milliard de personnes, et on était très très fiers de le faire prendre le métro parisien pour la première fois.
On se souvient tous de l'image, effectivement. Vous l'avez dit, Jimmy, c'est un travail collectif aussi, les Jeux. Et vous avez, la RATP travaille avec la SNCF. SNCF Transilien, Delphine, était aussi dans les starting blocks pour cheminer l'ensemble des spectateurs vers des sites de compétition emblématiques. On pense à tous au Stade de France, au Château de Versailles, mais aussi vers des petites gares, par exemple Vers-sur-Marne. Donc du coup, quels ont été les dispositifs que vous avez déployés pour faire face à ces pics de fréquentation dans des gares qui d'habitude ne voient pas passer autant de voyageurs? Oui, alors je partage tout à fait les propos de Jimmy. Effectivement, on était attendu au tournant. Tout le monde regardait un peu les transports en se disant seront-ils capables de faire face aux défis? Et on l'a relevé haut la main. On a des résultats de performance vraiment excellents sur toute une série d'indicateurs qu'on calcule. De notre côté assez technique, mais vraiment une très très belle performance qui s'est également manifestée grâce à la collaboration et la coopération qu'on a pu mettre en place avec les différents acteurs. Tu cites le Stade de France. Le Stade de France, on est habitué à accueillir des événements. Là, on a accueilli près de 3,5 millions de personnes pendant les 30 jours de compétition et de cérémonie. C'est juste phénoménal. On a une expertise, on a des gares qui sont adaptées pour accueillir ces personnes. On avait très peur des temps d'attente, notamment au retour des épreuves, parce que finalement, quand les gens se rendent sur les épreuves, ce délai d'arrivée est étalé sur 2, 3, parfois 4 heures. Là, on avait très peur du retour, qui lui se fait en 1 heure, c'est-à-dire qu'à 22h ou à 23h, tout le monde a envie de rentrer chez lui. Et en fait, tous les dispositifs qu'on appelle de gestion de flux ont tenu le choc. Il y a une très très belle fluidité. Au Stade de France, notamment en coopération avec les forces de l'ordre. Dans le système transport, les forces de l'ordre ont un rôle clé à jouer. Et on a vraiment pu compter sur eux. On a pu partager nos contraintes et ça s'est très très bien passé. Moi, j'aimerais citer un exemple que j'aime beaucoup. C'est la gare du Stade qui se situe à Colombes et sur laquelle on a accueilli les épreuves de hockey sur gazon. Les épreuves de hockey sur gazon, c'était 15 000 personnes, 2 fois par jour, qui se rendaient sur ce site avec... Pour le coup, on a beaucoup travaillé avec la RATP, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre en termes de transport sur cette zone. Donc en fait, cette gare, elle accueille au maximum 4000 personnes par jour. Et là, on a dû revoir tout son fonctionnement pour accueillir 30 000 personnes par jour sur des moments différents. On avait souvent 2 sessions par jour. C'est aussi pour ces raisons qu'on arrive à des chiffres de cette ampleur. Et bien, on a travaillé avec la commune, on a travaillé avec Paris 2024 pour définir des dispositifs de gestion de flux, de communication, de cheminement entre la gare et le site olympique. On avait notamment beaucoup travaillé avec Tokyo, qui n'a pas pu accueillir de spectateurs, mais qui nous a pointé l'importance du last mile, vraiment les derniers kilomètres entre les gares de desserte et les épreuves. Souvent, on avait plus d'1 kilomètre de cheminement, donc ça a pu se gérer à pied. À Versailles ou à Saint-Quentin-en-Yvelines, on a collaboré avec Île-de-France Mobilité ou des transporteurs de bus pour mettre en place des navettes bus. Là aussi, il a fallu avoir une coopération. Et en fait, tout a bien marché aussi parce qu'on s'est parlé, parce qu'on s'est préparé et parce qu'au final, tout le monde était engagé pour que ce parcours voyageur se passe le mieux possible. Un formidable travail collectif et des défis aussi, vous le disiez, pour desservir des gares avec très peu de trafic. J'aimerais qu'on passe à la seconde partie de cette table ronde, qu'on se projette un petit peu vers l'avenir et qu'on parle de l'héritage de ces Jeux olympiques et paralympiques. Peut-être démarrons par l'héritage touristique, Corinne Ménégo. Avant les Jeux, on le sait tous, Paris était déjà l'une des premières destinations touristiques mondiales. À travers les dispositifs qui ont été mis en place avec Paris Je t'aime, avec CMA notamment, c'est finalement l'art de vivre, le savoir-faire français, la responsabilité environnementale, on a assez peu parlé, mais avec l'usage du vélo, des mobilités douces, qui ont été mis en avant pendant ces Jeux. Et du coup, suite à ces Jeux, pensez-vous que Paris et sa région attireront finalement une nouvelle clientèle sensible à ces valeurs ? Alors oui, ce sont déjà des sujets sur lesquels on travaille depuis des années. Donc les Jeux ont été un accélérateur, je dirais, de transformation.
qui a permis, comme effectivement Delphine le disait, je pense que c'est important de la jouer collectif. Donc nous aussi, on a fait une équipe, entre guillemets, touristique. Et du coup, c'est un peu l'esprit d'ailleurs du manifeste de l'hospitalité qu'on a fait signer à nos acteurs. Donc 1600 acteurs qui sont adhérents de l'Office, et pas que d'ailleurs, ont signé effectivement ce manifeste qui tourne justement autour de ces axes. C'est transition écologique, inclusion, n'oublions pas l'accessibilité qui a été un héritage fabuleux de ces Jeux, puisqu'en fait pour la première fois, on a changé le regard de cette paralympique révolution, on a changé le regard sur le handicap, on a pu créer des outils spécifiques, on a pu financer des audits d'information pour avoir de l'information en open data qui soit fiable effectivement pour répondre aux besoins de ces populations. On a créé des outils digitaux comme My Paris Je t'aime et My Paris Je t'aime handicap sur ces sujets. Donc c'est un outil hyper important. Après effectivement notre deuxième axe c'est vraiment l'expérience visiteur et on en parle tous là. C'est comment est-ce qu'on accompagne un visiteur du moment où il arrive. Alors on peut le faire dans l'avion déjà avant, mais effectivement à partir du moment où il prend l'avion pour arriver à Paris ou le train ou sa voiture ou en vélo, et comment est-ce qu'on l'emmène jusqu'au moment où effectivement il va partir. Donc ce sont les outils, comme je disais, par My Paris Je t'aime qu'on a créé, mais c'est aussi tout le travail collectif qu'on fait tous ensemble pour accueillir effectivement au mieux ces visiteurs et être le plus... je dirais, essayer de promouvoir le plus les valeurs effectivement qu'on a. Et c'est effectivement ce plan aussi d'économie locale dont parlait Francis, mais c'est comment on maximise les retombées touristiques aujourd'hui vers l'économie locale. Et je pense que c'est un de nos enjeux principaux en fait pour l'avenir. C'est pas tant de faire venir beaucoup plus de monde ou autre, mais c'est comme vous disiez de dire on veut des visiteurs qui aient envie de respecter la destination, qui sont engagés sur ces 3 axes, qui vont vraiment travailler aussi avec nous et qui vont s'engager aussi à faire vivre la destination localement. Je préfère des visiteurs touristiques qui achètent des produits faits par les artisans marque Paris Je t'aime ou pas, je veux bien, mais effectivement plutôt qu'une tour Eiffel faite en Chine qui est distribuée n'importe où sur le trottoir. Donc on est effectivement dans cette logique-là. Et vous parliez de vélo, juste un dernier mot, plus de 80% de trajets en vélo pendant cette période. Alors c'est vrai que l'infrastructure a considérablement changé, on a plus de stations, plus de flottes, plus de pistes cyclables, mais c'est vrai que quand on se balade aujourd'hui à Paris, si vous comparez il y a 10 ans, ça n'a plus rien à voir. Donc on est aussi sur des visiteurs qui sont dans cet art de vivre, ce slow tourisme entre guillemets qu'on essaye de promouvoir aussi et de profiter de la ville à pied, en marchant, en se baladant, en vélo aussi, pour pouvoir voir aussi Paris d'un autre regard et pas juste effectivement notre sujet que patrimonial. On parle beaucoup de Paris. Tout à l'heure, c'était intéressant. Vous parliez aussi de nouvelles zones touristiques qui ont émergé. On parlait de la Villette, notamment, Saint-Denis, bien sûr. Est-ce que vous pensez que ces jeux peuvent mettre en lumière d'autres zones touristiques et puis développer, accélérer l'attraction de ces territoires pour les touristes ? Alors oui et non, j'allais dire oui parce qu'on va avoir un héritage transport fabuleux et une ligne 14 par exemple ouvre des perspectives qui sont incomparables à ce qu'on avait avant parce qu'effectivement c'est pas tout d'avoir juste des points d'attractivité touristique. Alors il faut les mettre en avant et en valeur et ce qu'on fait déjà depuis longtemps, mais ces jeux ont permis cet éclairage particulier, mais encore faut-il pouvoir y aller et comme effectivement on disait, même le dernier kilomètre il est absolument fondamental. Donc comment est-ce que je vais à la Basilique Saint-Denis, comment est-ce que je vais au Macval en Val-de-Marne, comment est-ce que je vais à Fontainebleau demain, etc. Donc tous ces sujets-là sont des sujets importants. Et alors je me permets du coup une remarque pour nos acteurs. Non seulement sont les lignes et le transport, mais c'est également la billettique qui va avec. Donc on se retournera vers nos camarades de la région pour pouvoir avoir aussi des offres effectivement suffisamment claires pour nos visiteurs. Ce qui était le cas avec le Pass JO. Donc, à voir si on peut s'ancrer là-dessus pour la suite. Collaboration à poursuivre en tout cas entre le tourisme et le transport. Francis Bussière, grâce au jeu, vous avez créé, on l'a dit, un collectif d'ambassadeurs, plus de 460 entreprises référencées d'artisanat local pour promouvoir ce qu'on va appeler le savoir-faire pied d'immeuble, je vais l'appeler comme ça. Comment allez-vous capitaliser et continuer à promouvoir ce collectif dans les prochains mois ? Vous savez, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Il y a d'abord l'enthousiasme, encore l'enthousiasme et toujours l'enthousiasme. C'est aussi une formidable mobilisation de nos artisans franciliens sur, bien sûr, tous les territoires, avec un petit clin d'œil particulier, évidemment, sur le territoire parisien, puisque cet accord, cette camaraderie franche entre Paris Je t'aime et la CMA nous a permis d'optimiser les Jeux Olympiques. Optimiser comment ? Par une application numérique qu'a développée Paris Je t'aime, en mettant en avant nos artisans. Très
concrètement géolocalisé. Ça voulait dire qu'on pouvait, autour de soi, s'apercevoir qu'il y avait un boucher, un boulanger, mais un cordonnier, un fleuriste, un pressing au cas où, hein, etc. Un taxi, parce que les taxis sont aussi des artisans. Il y a 250 métiers dans l'artisanat. C'est dire la merveilleuse multiplicité des métiers. Vous parliez tout à l'heure du slow tourisme. Extraordinaire. C'est une vraie révolution. Paris est une ville qui a complètement changé ces dernières années, sous l'impulsion bien sûr de sa mère, mais aussi parce que les acteurs, les commerçants, les artisans se sont aussi adaptés à cela. Ils se sont adaptés parce qu'un artisan, parce qu'un commerçant s'adapte, il n'a pas le choix de toute façon. Il faut qu'il s'adapte. Et il s'adapte toujours intelligemment. Il s'adapte en prenant en compte les nouveautés technologiques, les nouveautés pour attirer les clients, le service, le sourire. Le sourire. C'est principalement ça aussi qui fait l'attrait de nos artisans et nos commerçants. Je veux dire, si un commerçant ne sourit pas quand il voit rentrer un client dans sa boutique, eh ben, il faut lui dire adieu parce que de toute façon, les clients ne lui diront adieu. Donc, oui, le sourire. Le sourire était là. Les macarons que l'on a fait. Donc, toute cette campagne d'accompagnement de la CMA vis-à-vis de nos plusieurs centaines et plusieurs milliers. Vous savez, il y a 60 000 entreprises artisanales à Paris. Donc, qui vont, bien sûr, tous les métiers que je vous ai dit aussi. Eh bien, on leur a appris à parler anglais, plus ou moins, enfin, quand même un peu plus maintenant. On leur a appris l'accueil, on leur a appris le sourire, évidemment. Mais pas uniquement, parce que quand vous êtes artisan, quand vous êtes commerçant, c'est une vertu naturelle, bien sûr, d'accueillir le monde. Les artisans ont accueilli le monde. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de peut-être d'exporter? On parle beaucoup des touristes qui viennent à Paris, mais est-ce qu'il y a une volonté d'exporter ce savoir-faire au-delà de nos frontières? Alors oui, et c'est un axe sur lequel on travaille beaucoup actuellement, c'est donc nouer des partenariats, montrer que l'artisanat n'est pas simplement sur l'Île-de-France ou en France, mais bien aussi exportable. Nous mettons en place des missions export avec nos artisans, souvent sur des métiers d'art, donc à Dubaï, en Arabie Saoudite, etc. Mais on fait aussi maintenant des émules. La Colombie, le gouvernement colombien a voulu développer les métiers. Donc ils sont venus nous voir. Ils sont venus nous voir et ils nous ont dit comment vous faites, vous, Chambre de métiers de l'artisanat de l'Île-de-France, pour fédérer cet artisanat. Parce que dans certains pays, bien souvent, l'artisanat, c'est un peu à la va comme je te pousse, quoi. C'est-à-dire, on se débrouille. Et là, on leur a montré comment on pouvait structurer une activité essentielle. Je rappelle, 75 milliards d'euros, nos 300 000 entreprises artisanales. Promis, 30 secondes. Et en plus, on a développé effectivement une plateforme sous l'égide de la ville, la métropole et la CMA qui s'appelle Paris Local Boutique et qui met en avant notamment tous les savoir-faire des artisans effectivement du territoire métropolitain, mais qui sont du coup ouverts à la livraison, à l'envoi. Alors pas les produits frais parce que c'est encore un peu compliqué, mais en tout cas tous les autres. Donc l'idée, c'est aussi d'ouvrir au monde la possibilité pour ces artisans d'avoir des boutiques eux-mêmes en ligne pour nos touristes étrangers qui sont visiteurs de Paris Je t'aime. Qui veulent prolonger le Exactement. goût Un petit souvenir. Florence parlait effectivement de Nina Métayer. Il ne faut pas oublier quand même que c'est la meilleure pâtissière du monde. C'est une artisane francilienne, parisienne, d'exception, sympa comme tout, qui a le sens de la communication, qui a toujours un sourire aux lèvres et qui fait des produits d'exception. Donc par exemple, voilà, l'artisanat, il est présent bien sûr dans nos avions Air France, mais aussi dans le monde entier avec, et je ne sais pas, Pierre Hermé et d'autres, etc., etc. On a aussi donc des émules qui viennent voir à la Chambre de métier comment on va faire pour le tourisme. Et donc nous avons reçu là récemment le Cambodge qui est venu nous voir et nous dit montrez-nous, vous avez des écoles, des CFA, un centre de formation d'apprentis sur les métiers du tourisme, et donc on leur a montré. Et donc on va les accompagner. Très intéressant, et vous parliez d'Air France justement, Francis. Revenons à Air France qui a mis en place des dispositifs très innovants pendant les Jeux. On parlait d'enregistrement délocalisé par exemple, qui est une innovation très intéressante. Je crois que vous travaillez d'ailleurs avec la start-up All the Way sur ce projet. Souhaitez-vous capitaliser ce savoir-faire et proposer ce service à un plus grand nombre de voyageurs et peut-être aussi dans d'autres destinations que Paris ?
Alors effectivement, l'héritage des Jeux qui fait partie de l'ADN de Paris 2024, on y a pensé dès le début du projet, qu'est-ce qu'on va vouloir pérenniser. Déjà plein de choses en interne qui nous permettront aussi de mieux prendre en charge nos clients. Donc je ne vais pas les détailler, mais effectivement, que ce soit dans nos modes de fonctionnement ou dans des outils qu'on a pu développer, ça va vraiment nous permettre, notamment lors de grandes manifestations, les Jeux, c'est pas tous les ans, c'est plutôt tous les 100 ans. Mais enfin, on accueille également des Coupes du Monde, le Festival de Cannes chaque année, etc. Donc voilà, là-dessus, on a développé un certain nombre de points d'outils, etc., sur lesquels on pourra capitaliser. Au-delà de l'interne, vous parlez de l'enregistrement délocalisé. Alors c'est quelque chose qui existe déjà. On propose déjà d'enregistrer les bagages de nos clients, par exemple lors de salons spécifiques. Donc pourquoi pas, c'est quelque chose que l'on pourra développer davantage encore. Moi, l'héritage que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est le nouveau service pour nos clients en situation de handicap. Donc, ce que l'on a fait pendant les Jeux, on souhaite le pérenniser. À savoir que pendant les Jeux, on s'est engagé avec Aéroport de Paris à remettre les fauteuils personnels des athlètes dès leur sortie de l'avion. Ça peut vous sembler une évidence, c'est une énorme coordination logistique entre l'escale de départ, où est-ce qu'on charge le fauteuil, comment est-ce qu'on le décharge au plus vite. Comment est-ce que quelqu'un qui est là dès l'atterrissage de l'avion le remonte pour le donner à la personne dès sa sortie de l'avion. Ça, c'est énorme en termes de coordination, de logistique, de process et de ressources. C'est un engagement que l'on avait pris avec ADP et on s'y est tenu pendant les Jeux. On a transporté 2000 athlètes paralympiques, donc c'est plus de 35% des athlètes paralympiques qui ont choisi de voyager avec Air France. Et pour ceux qui sont en fauteuil, on leur a rendu leur fauteuil dès la sortie de l'avion. Donc c'est quelque chose que l'on va pérenniser dans les mois qui arrivent avec Aéroport de Paris et si possible avec l'ensemble des aéroports. Là-dessus, on dépend vraiment des aéroports puisque c'est eux qui ont la responsabilité des moyens et des ressources. Ça demande aussi des infrastructures pour remonter certains fauteuils. Voilà, donc ça, je dirais que c'est le plus bel héritage que l'on aimerait et puis et sur lequel on a l'ambition évidemment de travailler. Et puis, je dirais que quand j'ai commencé sur ce projet Paris 2024, mon premier réflexe a été de chercher un benchmark, essayer de voir ce qui s'est passé sur d'autres Olympiades. C'est pas facile puisque Tokyo, c'était pendant le Covid, Rio, pas tout à fait comparable, et Londres, c'était ce qui était le plus comparable, mais c'était il y a 12 ans. Donc là, les prochains JO sont à Los Angeles. Delta, notre partenaire, sera partenaire officiel, l'est déjà. Donc voilà, ce sera aussi un bel héritage que l'on donnera. C'est tout notre savoir-faire et un retour d'expérience en tout cas sur la façon dont Air France a géré avec succès ce projet des Jeux de Paris 2024. On se projette déjà vers Los Angeles 2028. Jimmy Brun, le bilan a été positif, vous l'avez dit, pour la RATP. On l'a vu aussi avec des images de spectateurs conquis dans les transports avec des mascottes, Serge Lapin. Je crois qu'on a d'abord vu aussi Jean Castex, je crois, le PDG de la RATP. Comment allez-vous travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois avec Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice de la mobilité en région Île-de-France, pour faire le bilan de ces Jeux et puis, j'ai envie de dire, tirer le meilleur? Oui, et alors, effectivement, notre PDG, c'est le micro ou c'est ma... Non, on t'entend là, c'est bon. C'est mon oreillette qui m'a... Il se déplace tout le temps, c'est juste que là, il y avait des caméras qu'on le voyait, mais... L'héritage des Jeux... On a perdu un peu le son, Jimmy. On va essayer avec un autre micro. C'est mieux comme ça? D'accord, ok. L'héritage des Jeux,
il est massif. D'abord, il y a l'héritage le plus évident, c'est celui des infrastructures. On l'a mentionné. Ça faisait, je crois, plus de 25 ans que la RATP n'avait pas sorti autant de projets en une année. On a automatisé la ligne 4 en début d'année. On a prolongé le tramway T3B jusqu'à la Porte Dauphine, tramway qui desservait notamment l'Arena à La Chapelle. On a prolongé la ligne 11 jusqu'à Rosny-Bois-Perrier. Et puis on a évidemment prolongé la fameuse ligne 14, notre ligne la plus moderne et la plus récente, jusqu'à l'aéroport d'Orly au sud. Ça, c'est un game changer absolu quand on vient de l'aéroport, et puis jusqu'à Saint-Denis-Pleyel au nord. Et ça aussi, c'est un game changer parce que à la fois ça soulage énormément la ligne 13, dont tout le monde connaît les difficultés, et puis ça permet de desservir le Stade de France. Et pendant les Jeux, un voyageur sur 5 qui se rendait au Stade de France l'a fait par la ligne 14. Donc ça, c'est quelque chose qui change tout et qui va évidemment rester. Le deuxième héritage, il est, je dirais, celui du service aux voyageurs. Il y a d'abord, en termes d'information voyageurs, on a déployé 500 nouveaux écrans d'information voyageurs sur nos stations de métro avant les Jeux. Et si vous êtes venu en métro, si vous utilisez le métro, vous devriez normalement les voir parce qu'on les a remplacés quasiment partout sur le réseau. Des nouveaux écrans plus ergonomiques, plus modernes, plus visibles, plus accessibles aussi pour les personnes notamment souffrant de déficience visuelle ou de déficience auditive. C'est la mise en place de la vente mobile dans nos stations parce qu'on parlait de billettique. Nous, et puis on parlait aussi d'attente aux stations. Nous, on souhaite que les produits billettiques et tarifaires soient les plus simples possibles. À la fois parce que ça permet d'avoir moins de monde qui attend aux stations. Donc ça, on a pendant les Jeux, et ça va rester déployé, la vente mobile. Donc maintenant, nos agents, ils viennent dans les queues directement vendre les tickets pour essayer d'écouler les flux le plus rapidement possible. Et puis ça nous permet aussi, si les produits sont simples, que les agents, au lieu d'être derrière le guichet à vendre des billets, ils puissent aller en station faire du service aux personnes. Et ça, c'est super important. On l'a dit avec les gilets violets. On peut évidemment pas maintenir tous les prestataires toute l'année, mais si on peut libérer nos agents d'un peu de vente pour qu'ils puissent aller dans les espaces, s'occuper des personnes et leur rendre service, et notamment des personnes en situation de handicap, ce sera ce sera un grand gain. Et on travaille sur ça avec Île-de-France Mobilité, et on leur parle tous les jours des modernisations que l'on pourrait faire sur les produits tarifaires. Il y a évidemment un héritage en termes d'accessibilité. On le sait, la situation est compliquée pour les personnes utilisatrices de fauteuils roulants sur le métro historique, qui est un réseau qu'on peut très difficilement voir, qu'on ne peut pas rendre totalement accessible en raison de la densité des réseaux, de l'impossibilité en gros de mettre des ascenseurs partout parce qu'il y a des réseaux de gaz, des réseaux d'électricité, des réseaux d'eau, et puis qu'il n'y a pas la place sur la voie publique au droit des quais. On tombe sur des immeubles, des appartements au milieu des routes. En vrai, il faudrait arriver à tomber sur des trottoirs, et des trottoirs qui soient suffisamment larges pour que les personnes en fauteuil roulant puissent manœuvrer. Donc ça, c'est très compliqué. Mais pour tout le reste, on a fait des avancées majeures pour préparer les Jeux, notamment pour les personnes souffrant de déficience visuelle. Un exemple, on a encore 6 lignes sur le réseau qui n'annoncent pas le nom de la station quand vous vous arrêtez. Si vous êtes venu en métro, vous avez probablement pris la ligne 12. La ligne 12, elle n'annonce pas le nom des stations. Quand vous êtes malvoyant ou non-voyant, ça, c'est quelque chose de très compliqué parce que vous êtes obligé de vous repérer en permanence, de compter le nom des stations. Vous ne savez pas où vous arrêtez. Bon, avant les Jeux, on a équipé la ligne 10, qui est une de ces lignes qui n'annonce pas le nom des stations, de haut-parleurs, avec une solution très simple de système de balises dans les stations. Et maintenant, la ligne 10, elle annonce le nom des stations. Et les 5 autres lignes, on va les équiper pareil, y compris la ligne 12, d'ici quelques mois. Et donc, maintenant, quand vous prendrez ces lignes-là, vous aurez l'annonce des stations. Voilà. Ça, en termes d'accessibilité, c'est moins visible, c'est moins sexy que de mettre des ascenseurs, mais c'est un vrai game changer là aussi pour les personnes souffrant de déficience visuelle. Et puis, on a évidemment plein d'autres sujets sur lesquels on a de l'héritage. Un exemple, pas très sexy, mais qui en fait là aussi a beaucoup d'impact. On s'est rendu compte que ce qui a fait aussi que ça a bien marché pendant les Jeux, c'est qu'on avait un nombre très important de forces de l'ordre dans nos réseaux avec des chiens. Et donc quand on avait un colis abandonné, on était capable de mobiliser les chiens des forces de l'ordre pour aller renifler le colis et intervenir très vite. Or, vous le savez probablement, les colis abandonnés, c'est
C'est notre peur la plus grande à la RATP, c'est notre cauchemar le plus absolu, parce qu'un colis abandonné, c'est 1 heure de perturbation. Bon, donc là, on a bien compris qu'il fallait plus de présence humaine. Donc à la fois, on va doubler les équipes techniques à la RATP. Et puis on a obtenu, et ça c'est les jeux qui nous ont permis de l'obtenir, que les voitures qui amènent les chiens dans les stations, puisqu'ils ne peuvent pas prendre le métro, puisque le métro est arrêté, puisqu'il y a un colis abandonné, que ces voitures-là soient équipées d'un petit gyrophare et d'un feu bleu, puissent utiliser les couloirs de bus et soient prioritaires. Ça faisait des années qu'on militait pour ça, on ne l'obtenait pas. Grâce au jeu, on l'a obtenu. C'est une expérimentation qui va durer 2 ans, mais on est plutôt confiant sur le fait que ça va se pérenniser derrière. Et ça change tout en termes de temps d'intervention et en termes de diminution des perturbations. Voilà, l'héritage, il est multiple. Ce ne sont que quelques exemples, il y en a bien d'autres. Et je finirai par l'héritage interne, parce que c'est toujours un peu compliqué de travailler dans une boîte de service public comme la RATP, probablement aussi la SNCF, où les gens sont souvent mécontents. Voilà. Le fait d'avoir réussi les jeux, vous n'imaginez pas la fierté et l'élan que ça donne pour les agents de la RATP. Ils ont toujours été très fiers de travailler à la RATP, mais ils le sont au moins 10 fois plus depuis la fin des jeux. Et ça aussi, ça change tout dans notre manière d'aborder l'avenir. J'imagine aussi que ce sentiment de fierté, on le retrouve chez SNCF et notamment chez SNCF Transilien, qui a été, on l'a vu, une aventure collective assez incroyable pour des collaborateurs qui ont été impliqués et formés pour mieux accueillir les clients, notamment sur l'accueil PMR, des missions de renseignement client. Allez-vous continuer à former ces agents, à surfer, j'ai envie de dire, sur ces jeux pour faire évoluer les process et pérenniser ces missions d'accueil ? On va essayer de surfer sur l'effet et cette dynamique des jeux. Je reviens juste effectivement sur un des propos de Jimmy. On a l'impression que tout s'est bien passé pendant ces jeux parce qu'il ne s'est rien passé. On a eu beaucoup plus de colis abandonnés que d'habitude, des intrusions sur le réseau. Et tout ça a été totalement transparent par le back-office, en fait, par les équipes d'intervention qui ont été mises en place. Dont on ne parle pas là, ce n'est pas forcément le sujet, mais il y a vraiment eu toute une préparation des dispositifs opérationnels qui ont permis d'être très réactifs et de faire en sorte que certains jours, on a eu 40 colis abandonnés sur le réseau transilien. 40 colis abandonnés aujourd'hui, ça bloque tout, hein. Vous ne prenez pas de train. Voilà, donc ça fait partie aussi de cette réactivité, de ces choses qu'on a pu mettre en place pendant les Jeux, et qu'il faudra réfléchir en termes d'héritage. Et je rebondis sur la fierté. On a pris l'initiative de lancer une étude client par Ipsos auprès de plus de 15 000 personnes pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Et on a un taux de satisfaction client sur leur parcours voyageur de 98% sur les voyageurs des Jeux. Et ça, c'est une énorme fierté, je pense une énorme fierté collective. Et 95% sur les voyageurs du quotidien. Parce que pour nous, le défi consistait aussi à transporter les voyageurs du quotidien qui continuaient à se rendre sur un lieu de travail, à faire des examens médicaux. Enfin, voilà, on avait quand même beaucoup de gens sur le réseau. Et d'accueillir nos voyageurs JO pour l'occasion. Et tout ce qu'on a pu mettre en œuvre pour bien accueillir ces voyageurs JO, je pense effectivement aux personnes en situation de handicap. Pour ces Jeux, on a eu l'occasion de mettre en accessibilité 229 gares sur l'ensemble de notre réseau et l'ensemble des gares qui ont desservi des sites d'épreuve. Donc les gens peuvent se rendre sur des sites comme Versailles, comme le Stade de France, assez facilement en transport en commun. Et on a mis également des dispositifs spécifiques qu'on va faire perdurer notamment sur un peu d'événementiel. Au Stade de France, on a eu certains jours plus de 50 personnes en fauteuil roulant qui ont pris le RER B. Et on a mis à leur disposition une équipe spécifique pour les accueillir, pour leur faire un passage prioritaire, pour qu'ils ne soient pas bloqués dans les flux qui attendaient et qu'ils puissent prendre l'ascenseur de façon prioritaire pour avoir un voyage assez fluide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été apprécié par nos clients, qui a rendu fiers les agents. Ils se sont sentis utiles. Je pense que tout ce qui a été cité précédemment sur la vente en mobilité, l'accueil des clients étrangers, des touristes qui vont continuer à venir sur Paris et en Île-de-France, tout ça, on va pouvoir cranter. C'est des choses qui existaient déjà, mais qui ont pris un sens encore plus particulier avec ces Jeux et vraiment la réussite magique de ces Jeux de Paris 2024.
Florence. J'avais juste envie de compléter, puisque vous parliez de l'émulation que les jeux ont créée en interne et également de la satisfaction des clients. Effectivement, donc nous, en termes de satisfaction client, on la mesure au quotidien. On a un NPS qui a bondi de 6 à 8 points cet été par rapport à l'été dernier. Donc la preuve que l'expérience client a été fluide et que malgré les pics d'activité qu'on a vécu, tout s'est bien passé du point de vue des clients. Et on mesure également l'EPS, donc Employee Promoter Score, qui a lui également bondi de près de 10 points cet été. On a mesuré depuis le mois de mai la fierté auprès de nos salariés, la fierté de travailler pour Air France, partenaire des Jeux. Et la réponse à ce score-là a bondi de 14 points entre l'avant et l'après-jeu. Donc voilà, cette fierté d'avoir réussi les Jeux et d'avoir été pleinement partie prenante au succès national que sont les Jeux, on la ressent également en interne. On espère que ça va se prolonger dans les prochains mois. J'aimerais qu'on garde quelques minutes pour prendre les questions de la salle. Je pense qu'on a des spectateurs ou en tout cas des gens qui prennent les transports en commun et qui ont peut-être des questions à vous poser. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et si oui, un micro va tourner. Pas de questions. C'est pas pour poser une question, Francis. Non, mais moi je voulais aussi dire dans le back-office, par exemple pour les artisans. Eh bien, effectivement, les artisans, ils ne travaillent pas avec simplement... ils travaillent avec de la matière première. Ils travaillent avec des aliments qui viennent souvent de Rungis. Qui viennent avant d'un certain nombre de dépôts pour les bâtiments, etc., etc. Eh bien, les artisans, ce sont aussi... Et toute la chaîne d'approvisionnement s'est organisée pour aller livrer simplement les artisans, les commerçants, le matin à 5 heures, et tout le monde s'est organisé. C'est-à-dire que ça a été une mobilisation, et je crois que cette fierté collective qu'on entend là, elle est aussi jusqu'au dernier petit maillon qui a fait que cette chaîne de solidarité, cette chaîne de travail a été une magnifique joie collective, une magnifique fierté, et dont on peut, j'espère, entendre bientôt, en tout cas jusqu'en Los Angeles, on aura encore ces échos-là. Merci en tout cas. Pour conclure. Oui, peut-être juste pour conclure, parce qu'on posait la question de savoir l'image de Paris qu'on aurait et du coup d'un point de vue héritage. Du coup, en fait, je pense que notre plus grande fierté à tous, ce sera qu'on ne choisisse pas Paris par hasard, entre guillemets, ce qui est déjà probablement pas le cas quand même. Mais effectivement, en tout cas, qu'on choisisse Paris pour des raisons qui sont effectivement toutes les valeurs qu'on a véhiculées pendant ces Jeux, toute cette énergie collective et tout ce dont on vient de parler, et notamment en termes de tourisme d'affaires, et l'exemple de ce salon en est un aussi, c'est-à-dire qu'on a la chance d'accueillir déjà à Paris un grand nombre d'événements qui sont généralement majeurs et leaders dans leur filière. Ça permettra aussi de continuer ça, et que chaque chef d'entreprise qui doit faire un événement à Paris à un moment donné choisira Paris parce que ça correspond aux valeurs qu'il a envie de transmettre effectivement à ses salariés et à ses partenaires. Et ça, je pense que c'est une énorme fierté pour nous tous. J'espère que le message sera entendu sur le Salon du Tourisme. En tout cas, c'est le bon endroit pour le faire. Un grand merci à vous 5 d'avoir participé à cette table ronde. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci aussi à vous d'avoir assisté à cet échange, et je vous souhaite une bonne journée sur le Salon IFTM.